Globalement, en fait, quand tu démarres dans une boîte, souvent, t'es solopreneur et tu fais tout. Et le but, c'est ce que tu disais là, c'est passer de ce solopreneur homme orchestre à un chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu vas donner la partition à jouer à toute une équipe. Si on a peur de l'avenir, si on a peur sur un projet, il faut construire un prévisionnel en étant raisonnable avec les chiffres qu'on met dedans. Et puis, en fait, c'est se rendre compte par soi-même que finalement, les choses sont possibles. Moi, je pense que dans mon parcours, je suis parti un peu trop tôt sur plusieurs projets à la fois. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à rester focus d'abord sur un truc. C'est là qu'on va pouvoir en fait switcher. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors dans ce nouvel épisode, j'aimerais qu'on parle de mindset et pas n'importe quel mindset. Jean, je me souviendrai toujours il y a quelques années, le jour où tu m'as dit lors d'une rencontre mastermind, dans le mastermind 67, on arrive avec un mindset, une posture d'entrepreneur et on y développe un mindset et une posture de chef d'entreprise. Et dans le Mastermind 78, on continue à se développer en prenant de plus en plus la posture d'investisseur. Donc l'idée, c'est que chaque entrepreneur, dans son niveau de maturité, évolue en posture. Et je trouve que d'ailleurs, à un moment donné, quand on est à la tête de plusieurs entreprises, qu'on commence à faire et avoir une activité assez intense, que ce soit d'investissement en perso, en pro, eh bien, vous avez quand même un mode de fonctionnement, un mindset, certes de chef d'entreprise, mais encore au-dessus, un mindset d'investisseur, parce que vous avez une réflexion très singulière sur l'investissement par rapport à d'autres entrepreneurs qu'on peut voir dans nos masterminds. Et d'ailleurs, on vient souvent vous voir discuter de ces sujets-là, parce que vous inspirez. Donc moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est pour quelqu'un qui a envie d'avancer justement sur ce chemin mindset d'investisseur, que ce soit perso ou pro, comment vous avez l'habitude d'aborder ce sujet avec lui parce que vous devez les voir arriver, ces mindset chefs d'entreprise qui ont besoin d'évoluer. Et puis peut-être j'ai un exemple extrême en la matière. Si je pense à Richard Branson, dont le groupe détient plus de 400 entreprises, je pense que, à mon avis, ce gars-là, il a compris des trucs, ou il a un mindset bien particulier qui fait que c'est possible. Donc ouais, j'aimerais un peu vous lancer sur ce sujet de mindset d'investisseur, vous qui le vivez au quotidien. Est-ce que Jean, t'es chaud pour démarrer? Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Alors, le premier truc que je dirais, et je réponds un peu à côté de la question pour y venir, c'est que il faut bien comprendre, alors en particulier si tu parles de Richard Branson ou de nos parcours, donc c'est pas le même niveau, mais T'as vu, même euh, le compliment ouais, subtil, il a bien j'aime bien glissé. j'aime bien la comparaison. Faut vraiment comprendre que tout ça, c'est vraiment un outil du projet personnel. C'est vraiment, on tombe dans le mindset, c'est la philosophie, c'est tout ça, en fait, on le fait parce que ça répond à nos envies, nos besoins, à notre chemin personnel. Et donc, je crois que le premier truc à comprendre pour pouvoir mettre des hacks techniques qu'on va aborder juste derrière, c'est vraiment de comprendre, c'est l'exercice qu'on a fait 10 000 fois en mastermind et que moi je continue de refaire régulièrement, c'est de dire en fait à quoi tu veux que ta vie elle ressemble. À quoi tu veux qu'elle ressemble, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qui tu as envie d'être, ces espèces de phrases de dev perso bullshit qui sont en fait les fondamentaux incontournables quoi. Et quelque part tout notre chemin il tient juste à essayer de répondre à ça tu vois. Et je pense que dans des artistes feraient la même chose tu vois avec leur avec la musique, avec le chant, avec tout ce que tu veux, tu vois, chacun a son outil, et nous, notre outil, c'est l'outil entrepreneurial, c'est l'outil de la création de valeur, c'est l'outil du partage humain, enfin, tu vois, chacun le vit à sa façon, quoi. Donc, pour moi, pour répondre à la suite, il faut déjà répondre à ça. Parce que c'est ça qui va déterminer, on l'a vu dans les différents membres qu'on a vus tant dans le 67 que dans le 78, on a vu que les réponses, elles peuvent être très différentes, en fonction de la réponse que tu vas donner, ça va te donner une posture différente. Il y en a qui veulent être dans une boîte en étant vraiment, tu vois, le capitaine de bateau de cette boîte, et la boîte va peut-être être énorme, la boîte va peut-être avoir beaucoup de sens, enfin, il y a vraiment des réponses qui sont extrêmement différentes, quand d'autres vont dire, bah non, moi ce que je veux, c'est beaucoup plus de liberté, c'est peser lourd et avoir un impact financier sur le monde, enfin, tu vois, chacun va le voir, et je sais que Greg, par rapport à ça, je réponds pour toi, parce que c'est ma subjectivité sur Greg, la transmission, c'est extrêmement important pour lui, tu vois. La transmission, sa fille, etc., c'est un sujet prioritaire, ça revient, il parle que de ça, c'est chiant. Non, c'est ça, tu vois, ça revient super souvent. Et tu vois, et ça va dépendre vraiment
ton expérience de vie, ton parcours, tout ça. Donc, une fois que tu as dit ça, bah, en fait, il faut te situer, il va y avoir des étapes, quoi. Je pense qu'il va y avoir des étapes, c'est ce que tu as évoqué rapidement, et souvent on a les trois étapes dont on parle régulièrement, tu sais, de l'homme orchestre, du chef d'orchestre, peut-être le coup d'expliquer ça. Globalement, en fait, quand tu démarres dans une boîte, souvent, bah, tu es solopreneur et tu fais tout. C'est ce qu'on voit, l'homme d'orchestre, c'est celui qui fait les cymbales en même temps qui, euh, qui joue de tous les instruments. Et le but, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais là, c'est que c'est ce qu'on organise dans le 67, c'est de passer de ce solopreneur homme orchestre à un chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu vas donner la partition à jouer à toute une équipe qui va s'efforcer de reprendre la production. Et là, ça devient déjà une étape intéressante parce que tu commences à... Déjà, ça a un effet sur ta production, tu es censé pouvoir produire plus, donc gagner plus. Hein. Et puis surtout, ça te permet de toi prendre du recul et d'être sur des tâches qui sont différentes. Ça, c'est vraiment la première grosse étape. Après, classiquement, moi j'ai voulu en rajouter d'autres. Classiquement, on passe du chef d'orchestre. En fait, moi je rajoute le propriétaire du théâtre. On en avait parlé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas racheter des boîtes et c'est toi qui vas dire qui va être le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre va déterminer en fait comment on joue la partition. Donc ça, c'est vraiment l'étage au-dessus. Cet étage, il s'impose encore une fois par tes envies personnelles. C'est ton besoin soit de gagner plus, soit de toucher à plus de sujets, soit d'avoir un rôle qui est différent. Moi, par exemple, je suis extrêmement mauvais dans la production au quotidien, dans les tâches du quotidien, qui est fondamentalement ce qui fait avancer la société. Ce qui fait que ma place, elle est sur un étage supérieur dans les unités de temps. Tu vois. Moi, je suis très bien pour... D'ailleurs, pour la blague, c'est un sujet... enfin, un sujet d'engueulade, un sujet de raillerie avec mon associé, parce qu'il arrive, tu vois, on fait donc des opérations d'achat-revente immobilière, et lui, il arrive en disant, oh là là, sur telle opération, on a 50 problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je lui réponds, sur les prochaines opérations, pour éviter ça, ça serait bien de... Tu vois, je réponds process, quoi. Il dit, mais moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est que tu me donnes la réponse de ce qu'on fait maintenant, quoi. Voilà, donc ça amène un peu cette notion de où tu veux te situer, en fait, dans tout cet élément. Et pour l'anecdote, j'ai rajouté encore une dernière étape récemment, parce qu'on a ouvert une agence immobilière, et j'ai rajouté l'étape un peu du compositeur. C'est celui qui va, tu vois, qui va en fait dire au chef d'orchestre la partition qu'il va jouer. Alors que le propriétaire du théâtre, il se mêlerait pas, tu vois, ça sera un simple actionnaire. Le compositeur, lui, va influencer, il va dire, ok, moi, l'enjeu stratégique, l'idée stratégique globale, c'est ça que je veux que tu tiennes un petit peu, et ça avancer comme ça, quoi. Je sais pas si ça répond en partie à Si, ça une répond. première Puis partie du truc. l'image est hyper parlante autour de la musique. Et j'ai peut-être une question que j'aurais creusée, peut-être Greg, tu as aussi la réponse, c'est que la transition chef d'orchestre, ou qu'on peut appeler chef d'entreprise, à posture chef d'entreprise, à je possède l'orchestre ou je possède le théâtre, tu nous dis, Jean, que c'est drivé par une envie personnelle, etc. Mais est-ce qu'il y a, selon toi, des choses à bosser, à travailler pour justement changer de posture? Est-ce qu'il pourrait y avoir des blocages, des obstacles à cette évolution? Je vous pose la question à tous les deux. Hein. Bah, démerde-toi avec ça, Greg. Moi, en fonction de ce que tu diras, je dirai un peu mieux, juste pour... Ouais, ça sera facile. Euh, ouais, je pense qu'en effet, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des blocages, mais j'ai pas forcément envie enfin, je pense on le ressent au fond de soi, en fait, quand on veut passer d'une étape à l'autre. On peut écouter les autres hein, pour déclencher les choses, mais je pense qu'il faut le ressentir au fond de soi. Il y a un temps pour tout, il faut rester focus sur ce qu'on a à faire de mieux. Je pense que la première chose, c'est vraiment de rester focus sur le développement de son activité. C'est le meilleur investissement qu'on peut avoir, c'est de développer sa boîte. C'est grâce à elle qu'un jour, on pourra passer les étapes suivantes. Qu'on pourra devenir le propriétaire du théâtre ou qui on veut devenir finalement. En tout cas, c'est d'abord d'avancer sur ce projet d'entreprise, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on fait le mieux, et ensuite, peut-être pour sécuriser, pour diversifier, pour essayer, pour apprendre, c'est là qu'on aura cette envie qui peut naître de vouloir faire un petit peu différemment, faire d'autres choses, utiliser cette capacité qu'on a en tant qu'entrepreneur à pouvoir jouer une autre partition, jouer un autre projet. Mais au fond de soi, voilà, c'est au fond de soi que ça vient. Il n'y a personne qui va pouvoir nous l'imposer. On va écouter les conseils des autres, hein, peut-être pour déclencher tout ça, mais il faut que ça vienne de soi. Parce que c'est des transitions qui sont peut-être pas faciles à faire, pas faciles à assumer aussi, et qui vont nécessiter un investissement sur soi pour un projet qu'on ne maîtrise pas et qu'on va devoir apprendre. Donc, voilà, il y a pas de choses qui déclenchent et je pense qu'il faut pas forcément forcer les gens, ça va vient de soi, par soi quoi. Moi, c'est venu de moi-même le jour où je me suis dit ok,
Finalement, ma boîte elle est suffisamment développée, j'ai déjà un peu poussé, j'ai envie de me sécuriser, j'ai envie de diversifier un peu. Et c'est pour ça que je suis allé voir un peu, faire d'autres investissements en parallèle. Parce que j'estimais que j'avais déjà bien développé et que je pouvais peut-être pas aller trop au-delà finalement. Donc c'est peut-être un bon moment pour le faire. C'est aussi parce que à un moment donné, j'étais locataire et le propriétaire nous met dehors et j'avais 6 mois pour trouver autre chose. Et c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de devenir propriétaire, donc diversifier un petit peu ses actifs, faire ces investissements-là. Mais parfois, c'est des occasions de la vie où on se rend compte que les choses peuvent être faites et parfois, en tout cas, il faut que ça vienne de nous-mêmes, quoi. Moi, j'ai pas envie de trop forcer. Ouais, tu vois, moi j'ai une vision un petit peu, c'est marrant parce que ça fait un peu écho à nos parcours, tu vois. Moi moi je vis que pour moi l'évolution, elle naît de la souffrance en fait. Alors c'est une phrase forte, hein, mais derrière c'est juste, c'est quelque chose de très simple, tu vois. Si tu te retrouves à être homme orchestre, à tout faire dans ta boîte et t'as trouvé ça très sympa pendant des années, et au bout d'un moment tu te dis mais en fait j'aimerais bien plus bosser le vendredi, j'aimerais bien gagner plus, j'aimerais bien je sais pas quelle contrainte tu peux ressentir à ce moment-là où t'aimes plus faire la tâche que tu fais. Ben en fait tu veux dire comment je peux faire pour me détacher de cette souffrance-là. J'ai souffrance, c'est un mot fort, hein, mais c'est ça qui va déclencher l'envie d'évolution et c'est ce qui fait que tu vas te retrouver à t'intéresser à un sujet. Et d'ailleurs, on le dit assez souvent dans les masterminds, c'est assez marrant comme il y a des trucs qu'on t'a dit une fois, deux fois, 6 fois, 7 fois, tu vois, et c'est la 10e fois où d'un coup ça t'explose la tronche et tu te dis, ah les gars, j'ai J'ai une découvert idée. qu'on pouvait déléguer. Le nombre de fois, non mais le nombre de fois où moi j'ai découvert et redécouvert la délégation avec des niveaux de profondeur, si tu veux, qui ont été différents à chaque fois, c'est hallucinant parce qu'en fait, tu t'es ouvert à ça au moment où tu en as besoin et au moment où ça fait sens, quoi. Donc, dans mon parcours, ça, cette évolution, c'est ce qu'on disait dans un précédent épisode, c'est que cette évolution, elle se fait par tes besoins personnels, par ce qui te pousse au cul à agir, quoi. Voilà. Moi, je vois comme ça. Ouais. Bah, peut-être un troisième angle qui est assez complémentaire, c'est que je vais reprendre ta métaphore. Du coup, Jean, c'est que moi je suis passé d'homme orchestre à chef d'orchestre quand il y a eu la naissance de mon premier petit gars, enfin de mon petit gars. Où, du coup, c'est pas un obstacle, mais c'est une contrainte. C'est une nouvelle donnée dans ma vie qui m'a fait que je ne peux plus être homme orchestre, mais je dois être chef d'orchestre. Et c'est vrai que là, de passer de chef d'orchestre à je possède le théâtre, bah, c'est pas négatif comme énergie. C'est plutôt en mode, comme toi, Greg, opportunité. Il y a des choses qu'on peut faire. L'orchestre tourne bien, on joue la partition. Et c'est différent. Et j'ai le sentiment que c'est un peu plus lent pour moi. Et notamment, j'ai une croyance, et peut-être que je vais vous la partager, mais que j'ai très fort depuis que je suis gamin, et c'est celle de il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et j'ai le sentiment que c'est opposé au mindset d'investisseur, parce qu'à chaque fois que je voyais des gars comme vous, je disais, mais en fait, non, je caricature, mais ils gagnent de l'argent sans rien faire, quoi. Et pour moi, des fois, c'était triché. Maintenant, ça change évidemment. Mais je pense qu'aussi, il y a des croyances comme ça qui empêchent un entrepreneur, un chef d'entreprise d'évoluer dans ces différentes postures. Vous en pensez quoi? Moi, j'attire l'attention sur le fait que il y a, tu sais, un peu comme il y a la course au chiffre d'affaires, au truc au plus grand, etc. Je pense que c'est extrêmement important de rappeler que suivant le projet que tu as, t'as pas forcément nécessité ou il n'y a pas un statut qui est mieux que l'autre entre homme orchestre, chef d'orchestre, etc. Et j'ai un très bon exemple à ça. Dans ma société de formation, qui a un projet donc formation pour l'achat-revente et le mentorat de manière générale, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur et qui vraiment où je m'éclate. Et j'ai limite un rôle d'homme orchestre parce que je suis au cœur du projet, au cœur de la production, au cœur de la livraison, tu vois. Dans ma société de marchand de biens, là je suis plutôt avec comment dire, une posture de chef d'orchestre, tu vois, où on a les équipes qui vont faire le truc et moi j'ai plutôt chapeauté le truc et je suis pas trop à la production. Pour l'anecdote, la majorité des projets qu'on achète, je ne les visite pas. Ça choque toujours les gens, mais c'est pas moi qui les visite. Et alors que par exemple, tu vois, dans l'agence immobilière, donc je stéréotype hein, pour la discussion, parce que le but c'est pas de s'intéresser spécifiquement à mes boîtes, mais dans l'agence immobilière, bon, ben, j'ai plutôt un rôle de propriétaire du théâtre, tu vois. Donc en fait, ça dépend de où tu veux être, de ce que tu veux faire, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à être le chef d'orchestre et de faire que ça, et que ça soit la plus belle boîte du monde qui donne du sens à ta vie et qui te fait vivre de manière merveilleuse. Ça, c'était ta première question. Et la notion des croyances, effectivement, travailler dur, ça me paraît pas être le plus important. Je pense que c'est une question de valeur, c'est où tu mets tes valeurs. Et moi, je pense que c'est juste d'être honnête en fait. C'est plutôt le côté d'être honnête dans ce que tu fais, d'être juste dans ce que tu fais, d'être sincère dans ce que tu fais. Je vais être beaucoup plus attaché à ça que, tu vois, je gagne beaucoup d'argent parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait correctement. Je l'ai fait avec des valeurs humaines qui me correspondent.
Et donc c'est ok derrière. Mais c'est pas lié directement au volume de travail ou à quel point j'ai souffert, etc. Bien que, bah, bien sûr, ça reste ça reste un des facteurs de l'opération pour multiplier tes chances de réussite. C'est pour ça que souvent, au démarrage, on travaille beaucoup et que, et que parfois, on travaille moins après, quoi. Ouais. Moi, c'est la société hein, c'est ma société qui permet de faire des investissements et mes investissements aujourd'hui valent plus que la valeur de ma société. Et donc, c'est moi, je travaille dans ma société, mais je travaille pas pour mes investissements. Et en effet, ça vient alimenter finalement cette pensée qu'il faut travailler beaucoup pour gagner. Bah, je pense qu'il faut aussi être malin. Moi, je suis un fainéant, hein. Jean, je pense que tu es pareil, tu es Mais fainéant oui, non, aussi. c'est vraiment. Mais On c'est est un des marqueur qu'on fainéants. trouve, hein, à chaque fois. Voilà. Et donc, quand on est fainéant, on est malin. Et quand on est malin, bah, on est curieux, on s'intéresse aux choses et on peut trouver des opportunités. Et en tout cas, on les étudie et et on exploite celles qui peuvent, on saisit celles qui peuvent être intéressantes. Donc, au-delà de beaucoup travailler, moi je pense qu'on travaille aussi beaucoup malgré tout, hein. Mais en plus de ça, le fait qu'on soit curieux, malin, ça rend notre temps de travail, notre énergie dépensée encore plus efficace et encore plus, ça améliore le rendement de ces investissements-là. Tu parles de malin. Il y a un truc que j'ai repéré aussi chez vous, c'est que quand je vous perçois et les choix que vous faites d'investissement, de ma fenêtre, c'est risqué. Parce que c'est une façon différente de voir les choses. Ouais, et qui dit risque, dit croyance, dit voilà. Par contre, vous avez, quand il y a un projet qui vous tombe sous la main, la décision peut se prendre très rapidement. Ou moi, je pourrais mettre 2 ans à me dire j'y vais pas. Et donc ça, on l'a vu aussi, que c'est que la capacité à décider vite, à prendre, voilà. Vous en pensez quoi de ça? Comment vous percevez ça? Extrêmement important ce que tu viens de dire. Ouais, j'avoue, je sais pas comment le traiter, mais c'est vrai que c'est un des gros enjeux de la réussite. Euh, Sur le côté malin, c'est en fait c'est un vieux discours de daron, mais combien de fois on t'a dit fais les choses correctement du premier coup et tu passeras pas la soirée, la nuit, etc. Et en fait, c'est exactement ça qu'on applique. C'est de comprendre que euh, si tu fais les trucs tout de suite et de la meilleure des façons, ben en fait, tu vas pas en souffrir pendant 3 plombes, quoi. Tu peux passer à autre chose et tu seras plus tranquille, tu vois. Et pour le côté risque, je pense que, enfin, j'avoue pas avoir une réponse parfaite sur ça, mais j'ai l'impression que c'est une histoire d'échelle, de macro. C'est-à-dire que quand on parle de risque, nous, on prend du recul sur ce risque à l'échelle du temps et de ce que ça peut donner dans la globalité. Tu dis, ok, mais si le pire arrive, ça donne quoi? Et l'effet, en fait, est pas si dramatique que ça, et c'est ce qui nous permet d'aller plus vite. Et surtout parce que quand tu fais l'analyse, tu dis, bon, ben ok, là j'ai toutes les infos, il n'y a pas besoin de s'attendre, toi. Je le fais tout de suite. Et c'est un gros marqueur de la réussite, la capacité, la capacité que tu dois avoir d'implémenter le plus rapidement possible l'idée. Le temps qu'il y a entre l'idée et l'implémentation de l'idée fait la réussite. Parce que dans tous les cas, de toute façon, ça se passera pas comme tu avais prévu. C'est vraiment ça, l'apprentissage de l'autodidacte, en tout cas dans mon parcours, c'est ça. C'est de toute façon, t'as beau. Tiens, tu vois, pour l'anecdote, je sors tout juste là ce midi d'un mentorat. C'est 2 mecs, 2 associés qui répétaient un pitch qu'ils allaient présenter à des clients. Et leur truc, c'était c'est super bien le projet, mais c'était pitché comme à l'école. Et je leur dis, ok les gars, bon, c'est très bien, là vous êtes arrivé à un niveau de pitch qui est correct, mais maintenant, allez shooter des marques, allez parler avec des marques, parce que de toute façon, dans la seconde, les mecs vont vous couper en plein milieu du pitch, ou tout de suite après le pitch, ils vont poser la question con que vous n'aviez pas prévue, et qui fait que de toute façon, le rendez-vous il est mort, il faudra passer au prochain rendez-vous, tu vois. Donc c'est vraiment cette compréhension qu'il n'y a que sur le terrain que les choses se font, et il faut passer à l'action tout de suite, quoi. Moi, j'ai une arme secrète. Ah, Teasing, j'ai une arme secrète. Vous voulez que je la partage ou envoie pas? la Allez, pub vas-y, maintenant, Romain, shoot, faut envoyer la shoot. pub. Ah, l'arme secrète, en fait, elle est évidente, on la connaît tous, pardon. C'est de faire un prévisionnel. Si on a peur de l'avenir, si on a peur sur un projet, bah, il faut construire un prévisionnel, matérialiser finalement la réflexion, matérialiser les faits, essayer de rendre rationnel finalement notre réflexion en la mettant, en remplissant ce prévisionnel, en mettant les choses sur du papier. Ou sur un tableur Excel si on est quand même un peu plus moderne. En fait, c'est se rendre compte par soi-même que finalement, les choses sont possibles. Et en faisant ce prévisionnel, c'est là l'intérêt, c'est de tester et en étant raisonnable avec les chiffres qu'on met dedans, c'est de se rendre compte que les choses sont possibles. On peut aussi faire ce prévisionnel, et je conseille d'en faire un aussi avec une autre version qui sera celle du crash test, avec la pire des situations en fait. Et si la pire des situations, elle nous paraît totalement faisable, qu'on peut complètement faire mieux que cette pire des situations, bah alors du coup, en fait, on se rend compte
C'est sous notre nez, c'est noir sur blanc que le risque il n'existe plus. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans nos projets. Combien de fois moi j'ai sous-estimé ce potentiel, j'avais ce risque en tête, j'avais cette crainte. Je l'ai encore aujourd'hui un petit peu et c'est vrai que en fait en faisant ce prévisionnel tout de suite, on gagne du temps, on se donne la chance aussi de réussir. Comme tu disais Jean, c'est d'agir tout de suite. En fait, on se donne la chance de réussir. Les locaux que j'ai pu acheter, j'ai fait un prévisionnel. Je me suis rendu compte que j'étais capable. J'ai fait une offre sans condition suspensive d'obtention du prêt. Ils se sont tous alignés sur moi derrière. Si j'avais pas été le premier, c'était fini. Si j'avais pas fait sans condition suspensive d'obtention du prêt, c'était fini. Si j'avais pas fait de prévisionnel, je me serais pas rendu compte que je pouvais le faire. Et au final, c'était une super opportunité que j'ai pu saisir. Là, je suis en train de réfléchir à acheter un château que je revisite encore la semaine prochaine avec mon architecte, avec mon entrepreneur. J'en ai fait plein des prévisionnels. Bon, j'ai toujours cette crainte et le temps passe. Bon, c'est un château, il y a moins d'acquéreurs possibles. Donc ça casse pas mes chances d'aller au bout du projet. Mais je sais que ça les réduit quand même de laisser passer du temps. Et donc il faut préciser ce prévisionnel. Donc là, je vais essayer de l'affiner avec la personne qui fait les travaux. Elle va pouvoir me donner des devis et ça va m'aider à affiner mon prévisionnel. Mais en fait, ça va d'abord me rassurer moi, parce que derrière, il faut rassurer la banque aussi, hein, mais ça va d'abord me rassurer moi de savoir si je peux faire le projet d'aller faire ce prévisionnel. Et le risque, il disparaît. On se rend compte qu'en fait, c'était débile. C'était une idée préconçue qu'on efface. Franchement, sa réponse, elle est excellente. Enfin, c'est vraiment un outil de folie. Et tu vois, moi, je te donne Vraiment, moi, ce que je retiens, c'est l'idée du crash test, hein. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Tu peut-être as mis des mots sur les trucs que je faisais, Greg. L'idée du crash test, tu vois, si tu prends un exemple très concret en achat-revente, en fait, en achat-revente, quand on part sur une opération, on se contente de faire que des crash tests. C'est-à-dire, dans le pire des cas, cette opération, elle va donner ça comme coût de travaux, prix de revente, TVA, enfin tout ce que tu veux, et donc on détermine un prix d'achat. Et c'est tout, et le prix d'achat, c'est ça, et ça bouge pas, quoi. Donc tu peux avoir. Après, c'est de la négo, c'est du commerce, etc. Mais dans les faits, c'est ça. Et on se contente de faire que des crash tests en permanence. Et il y a un autre truc à comprendre, alors qui marche pas pour mon exemple là de l'achat-revente, mais qui peut marcher de manière générale, c'est que également notre force, je pense, enfin dans les entrepreneurs que je côtoie qui ont un peu de réussite, c'est de comprendre qu'aussi tu gagnes par comment je peux t'expliquer ça? Un peu à la façon des joueurs de poker. C'est-à-dire que peut-être que cette fois-là, avec mes deux as, je vais faire tapis, et peut-être que cette fois-là je vais perdre, mais statistiquement, dans cette configuration, sur le long terme, je vais gagner. Donc je vais simplement me débrouiller pour rendre, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est rendre mes erreurs inoffensives. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais prévoir de me planter sur ce coup-là, mais je vais me prévoir à la hauteur de quelque chose que je peux perdre. D'accord? Je peux perdre un peu de temps, je peux perdre un peu d'argent, quand on commence, c'est surtout je peux perdre du temps. Mais en fait, multiplié par le nombre de fois où je vais le faire, comme justement je vais pas hésiter et je vais le faire à chaque fois, la multiplication de ça fait que sur le long terme, je suis gagnant, voire je mets en place des fonctions exponentielles. Tu vois, je suis plus que gagnant. C'est pas linéaire comme progression. Ouais, c'est intéressant parce que tu répètes toi les opérations, tu répètes les achats-reventes. Donc tu as toujours cette situation-là de et en fait sur la masse, au moins là aussi tu te réduis ton risque et ça parce que tu as mis en place des Ouais. garde-fous. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'applique Intéressant. vraiment au-delà de l'achat-revente parce que tu vois, quand j'ai démarré en achat-revente, la première opération, je pouvais juste pas me planter, hein. C'était juste pas possible. Hmm. Donc en Hmm. achat-revente, on a une autre dynamique qui est plutôt de dire on fait une espèce d'arborescence décisionnelle qui fait que dans tous les cas, il ne doit pas y avoir un sans issue. Il ne doit pas y avoir un endroit où je me retrouve coincé juridiquement, pénalement, financièrement, c'est pas possible. Il doit y avoir toujours une condition suspensive ou une possibilité d'une autre variante. Mais vraiment, par contre, je vais l'appliquer dans les cas de choix décisionnels, d'entrepreneurs ou au quotidien, c'est de l'évoquer en le multipliant par l'infini ou de comprendre quel est le worst case, quoi, vraiment le crash test final, quoi. Et souvent, tu vois, si on reprend ce que toi t'as dit, Romain, si on se posait sur les cas que tu as connus comme ça, en fait, si on te demandait d'être objectif en mettant ça dans un tableau, bah tu pourrais pas forcément probablement que tu pourras pas forcément le justifier. Alors je parle de toi pour que l'auditeur se reconnaisse, tu vois, mais c'est qu'en fait il y a une peur, mais une fois qu'on la colle à l'écrit, elle est pas si redoutable que ça. Ça amène peut-être une perte d'argent, une perte de temps, etc. Mais il y a souvent un enjeu de perte de statut social ou tu sais, de dire il a échoué, ça, il a pas réussi à faire ça, tu vois. C'est plus ça qui est caché derrière en général. Et comme nous, on s'en fout, ça fait longtemps qu'on s'en fout, bah ça nous aide, quoi, tu vois. Et puis naturellement, on va avoir une aversion au risque et le prévisionnel, c'est aussi mettre de la clarté, hein. Souvent, on peut paniquer ou pas, ou être dans l'inaction, la procrastination, parce qu'on manque de clarté sur un sujet. Et vos méthodes et avoir cette clarté en mode crash test, ça rassure. Et moi, ce que j'entends aussi chez vous, c'est que plus on le fait, plus c'est facile, quoi. C'est toujours pareil.
On a l'habitude de Il y a, faire il en y a une bouscule. incompréhension parfois parce que je pense vraiment que Greg et moi on est deux profils prudents, tu vois, c'est peut-être pas l'image qu'on peut donner, alors peut-être plus Greg parce que c'est un expert comptable, tu vois, donc il fait prudent, il fait prudent, mais moi souvent on me dit ah genre je suis un peu un gueudin et tout, mais c'est absolument pas quoi, vraiment tout ce que je fais est extrêmement et dans les chiffres, arrêtez de vous marrer, dans, tout ce que je fais est super prudent parce qu'en fait tu veux pas tout faire tomber quoi, mais c'est juste que l'analyse est plus rapide, donc une fois que c'est décidé, il y a pas à tergiverser et à mettre trop d'émotionnel dessus, il faut y aller quoi. Eh ben écoutez, c'est top. Je pense que dans tous les cas, en tout cas, moi, ce changement de mindset, de passer de chef d'orchestre à être le propriétaire du théâtre. On évolue là-dedans aussi en traînant avec des gars comme vous, les puits génétiques, de voir que c'est possible, de voir que le collègue il a acheté lui aussi son théâtre et tout, et que je trouve que ça aide aussi à la prise de décision. Euh, Ouais, je pense qu'il y a un autre truc qui peut aider par rapport à ça si tu veux évoluer en mode vraiment plus hack premier degré. Et là, je fais un peu le retour sur mon apprentissage, mes erreurs, parce que, comme je l'expliquais là dans le précédent épisode, moi j'ai un parcours opportuniste d'autodidacte qui a juste essayé de fuir la situation d'avant pour aller sur la situation d'après, tu vois. Et en fait, petit à petit, de ça est née une stratégie. Donc maintenant, je pourrais t'expliquer ça comme si j'avais tout prévu, que c'était formidable. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Dans les apprentissages que j'ai eu qui sont assez importants, on l'a vu, l'importance, si tu veux, de comprendre vers où tu veux aller. C'est très bête à dire, mais ça va vraiment t'aider. Et tu vois, dans mon logiciel de tâches, là, j'ai tout en haut du logiciel, j'ai deux phrases. Il y en a une des deux, c'est est-ce que mes actions court terme sont alignées avec mes objectifs long terme? Donc c'est pour pouvoir prendre des décisions au quotidien, et ça rejoint un peu les sujets qu'on a traités juste avant, il faut savoir vers où tu veux aller, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est le premier truc. Et après, je le dis surtout pour la génération qui arrive, parce que je le vois avec toutes les étoiles brillantes qu'on a, toutes les possibilités qu'il y a d'aller vers un succès financier ou tout ce qu'on veut. Moi, ma compréhension, c'est que dans tous les gens qu'on a autour de nous qui ont des situations confortables, quelle qu'en soit la subjectivité, en fait, ils ont d'abord eu une première boîte qui a cartonné. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à rester focus d'abord sur un truc. Alors, s'il faut, on pivote, s'il faut, on passe d'un projet. Mais moi, je pense que dans mon parcours, je suis parti un peu trop tôt sur plusieurs projets à la fois. En particulier parce que, comme le disait Fabienne, une amie de Mastermind, tu sais, nous, on est des entrepreneurs. Nous, ce qu'on aime bien, c'est démarrer les projets et après, on se casse, tu vois. C'est un peu c'est un peu le problème qu'on a. Et moi, je suis vraiment le symptôme de ça, tu vois. Et l'idée, c'est de faire attention à ça pour vraiment avoir une première boîte qui cartonne, parce que c'est quand cette boîte va dégager un excédent de cash, quand bah, cet excédent de cash va générer une holding, quand cet excédent de cash va générer l'effet levier que Greg a hyper bien expliqué, c'est là qu'on va pouvoir en fait switcher. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir entrevoir la notion de groupe, la notion de projet plus globaux, le changement de statut, de rôle entre l'homme orchestre, le chef d'orchestre, etc. Tu vois. Donc vraiment ça. Et pour le coup, ça vaut le coup, si vous êtes au tout début et que vous cherchez une idée, que vous savez pas dans quoi vous mettre, de challenger votre idée en vous demandant, ok, cette idée, c'est moi qui vais la livrer aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est délégable demain? C'est-à-dire, est-ce que je peux monter dans ces étages de fonctions qu'on a vus par anticipation? Tu vois, de demander ça, c'est ok, je fais ça aujourd'hui, mais est-ce que je vais pas être coincé demain parce qu'il y a que moi qui peux livrer cette idée, tu vois? ouais. C'est ce que tu as dit aussi, Greg. Hein, faut être prêt. Faut être prêt pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et genre, tu viens de me faire encore une très belle transition pour notre prochain épisode. Hein, c'est la notion de groupe. C'est donc de montage quand la société d'exploitation elle est bien mûre, qu'elle dégage suffisamment de bénéfices. Donc moi, je vous propose de nous retrouver pour le... Déjà, merci pour cet épisode-là. Merci pour vos insights sur le mindset investisseur. Et je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode.